Fan Yanron regarda Ming-Ge avec méfiance. Le professeur Zong a souligné que l'étudiant dans l'enregistrement utilisait uniquement son art spirituel. Il a expliqué qu'ils peuvent supposer que l'art spirituel peut absorber n'importe quel médium dans son environnement, et plus le médium est fort, plus l'art spirituel affiché sera fort. Puisqu'on s'attend à ce que l'art spirituel de l'âme violette soit au moins 10 fois plus fort que l'art spirituel de l'esprit bleu, un étudiant n'a pas pu s'empêcher de demander au professeur Zong comment l'étudiant dans l'enregistrement a fait. Le professeur Zong a expliqué qu'il y avait deux facteurs. La première est que la base de poussière blanche de cet étudiant est très solide puisqu'il a obtenu les meilleures notes dans 3 des 4 standards. Il a ensuite informé tout le monde qu'il renforcerait leur super physique de poussière blanche lors de leur entraînement, qui débutera 2 jours plus tard. De plus, il a dit que plus le super physique est stable, plus il peut afficher un art spirituel et un art de l'âme fort. Selon le professeur Zong, les capacités réelles du surhumain ne sont pas seulement mesurées par des critères tels que la poussière blanche, l'esprit bleu, âme violette, le rouge royal et le noir sacré. Théoriquement, un surhumain de poussière blanche qui a entraîné son super physique à l'extrême peut même battre un surhumain noir sacré. Les étudiants se demandaient qui était la personne dans l'enregistrement. Ils ont discuté de sa puissance et un élève pense même que lui seul peut lutter contre tout le monde dans sa classe. C'est parce que, avec le seul art spirituel de cette personne, il était capable de déployer un pouvoir énorme. Les étudiants ont émis l'hypothèse que l'art de l'âme de la personne pourrait être capable de détruire une petite montagne. Après avoir expliqué et montré l'enregistrement à tout le monde, le professeur Zong a estimé que les étudiants avaient compris que la limite supérieure d'une personne n'était pas déterminée par son talent inhérent. Qu'il s'agisse de poussière blanche ou d'esprit bleu, le combat réel nécessite que chaque once de puissance soit appliquée parfaitement. Sinon, les talents les plus élevés seront facilement détruits. Après avoir dit ce qu'il voulait dire, le professeur Zong a mis fin au cours. Une fois le cours terminé, les élèves se sont dispersés et ont quitté la salle de classe. Fan Yanron marchait derrière Ming-Ge lorsqu'elle l'a soudainement appelé. Ming-Ge s'est retourné et a reconnu Fan Yanron. Elle lui a ensuite demandé s'il était la personne présente dans l'enregistrement. Curieux, Ming-Ge lui a demandé comment elle pouvait dire que c'était lui malgré le fait que la vidéo soit si floue. Elle a expliqué que Ming-Ge avait dû réussir l'examen d'admission spéciale puisqu'il n'était pas étudiant à l'Institut Nandu lorsqu'il était dans le train, mais maintenant ils sont camarades de classe. Cependant, Ming-Ge a estimé qu'un certain nombre d'entre eux étaient passés par l'admission spéciale. Fan Yanron a répondu, disant qu'elle se souvenait que Ming-Ge utilisait ses poings lorsqu'il attaquait le démon de la calamité dans le brouillard. Ming-Ge lui a alors dit que beaucoup de gens utilisaient leurs poings, tout comme le professeur Yu. Leur conversation a été brusquement interrompue par une annonce soudaine selon laquelle l'équipe d'astronomie avait remarqué un petit météore traversant l'atmosphère. La trajectoire du météore a été estimée comme étant dirigée vers Shaolin, Nandu. L'annonce a ordonné aux villageois de Shaolin d'évacuer immédiatement. Ils ont également demandé aux commandants de première ligne de se préparer au combat et aux coordinateurs arrière d'établir des cordons de police et d'organiser une équipe de secours. Les téléphones de Fan Yanron et de Ming-Ge ont sonné en même temps. Fan Yanron a répondu à l'appel et on lui a rappelé qu'elle avait été sélectionnée comme membre de l'équipe de secours lorsqu'elle est entrée à l'institut. L'appelant lui a demandé si elle avait entendu parler de l'avertissement. Fan Yanron a confirmé qu'elle en avait entendu parler et a demandé des instructions. Ming-Ge a reçu un appel de Liu Olin, qui l'a informé que la calamité à Shaolin avait été déterminée comme étant causée par un groupe de démons, dont le nombre est estimé à plus d'1 millier. Immédiatement après avoir répondu à l'appel, Liu Olin lui a dit que Dragon Tot exigeait qu'il soit en veille à tout moment pour faire face aux urgences imprévisibles. Curieux de connaître son rôle, Ming-Ge a demandé à Liu Olin où il devait aller. En réponse, Liu Olin l'a informé qu'il était membre de Dragon Tot et qu'il n'était responsable que des plans d'urgence. Elle a également mentionné que tant qu'il n'était pas blessé au combat, ne quittez pas Nandu sans autorisation et n'acceptez pas d'autres missions dans les prochains jours, tout irait bien pour lui. Reconnaissant les instructions de Liu Olin, Ming-Ge commença à marcher vers son dortoir. En arrivant, il a trouvé son colocataire Zhang Yuan se plaignant de l'arrogance de Li Jin, alors qu'il n'était qu'un membre de l'équipe de secours arrière. Wang Jia, l'autre colocataire, a soupiré et a dit à Zhang Yuan d'oublier cela, car l'Institut a clairement indiqué que les étudiants en préparation bénéficieraient d'un traitement préférentiel. Zhang Yuan a alors remarqué le retour de Ming-Ge et a posé des questions sur la préparation des étudiants, car Ming-Ge était arrivé avec quelques jours de retard et avait raté certaines choses. Wang Jia a expliqué que l'équipe d'astronomie l'annonçait à chaque fois qu'une calamité survenait. Le gouvernement,
les chasseurs, les instituts et les villageois agiraient, et lorsqu'une calamité au-dessus du niveau 5 apparaissait, les 4 parties enverraient un groupe pour mener une enquête et se préparer au combat. Ming s'est assis et a expliqué qu'il venait d'une petite ville, où il n'y avait pas beaucoup de calamités. Wang Jia lui a alors dit que depuis qu'ils étaient à Nandu, toutes les calamités de Nandu étaient gérées par l'Institut superhumain de Nandu, qui était le chef des instituts. Devenir un étudiant préparant était considéré comme une réussite très glorieuse. Zhang Yuan a exprimé son irritation en déclarant qu'être membre de l'équipe de préparation au combat arrière n'avait rien de spécial. Il est même allé plus loin en disant qu'il pourrait même ne pas apercevoir les ombres des démons. En revanche, il s'est vanté de son frère, qui est l'un des principaux membres du personnel de combat, et peut voir le cratère du météore et combattre de front les démons. Il a ri en soulignant que Li Jin n'était qu'un membre de l'équipe de préparation au combat arrière, chargé d'effectuer des petits travaux pour le personnel de combat principal de première ligne. Wang Jia a été étonné par la révélation de Zhang Yuan. Il a déclaré qu'il avait entendu dire que le personnel de première ligne recevait un traitement luxueux et disposait d'une chambre et d'un salon à l'institut. De plus, un majordome leur a été attribué pour les aider au nettoyage et à la lessive. Zhang Yuan a montré l'extérieur de la fenêtre et a expliqué que le complexe d'appartements de luxe avec vue sur le lac était l'endroit où vivait le personnel de première ligne. Wang Jia a ajouté que alors qu'il se promenait dans l'après-midi, il avait vu la célèbre déesse de Nandu se diriger vers le complexe d'appartements de luxe. Ming a demandé qui était la soi-disant déesse Nandu, ce à quoi Wang Jia a exprimé sa surprise. Il se demandait comment Ming ne savait pas qu'il y avait 3 déesses à Nandu. Les 3 déesses sont la princesse des glaces Tang Ning, la sainte des arts martiaux Feng Ling et la danseuse du tonnerre Lu Qian. Ming a demandé pourquoi les titres étaient si audacieux et exagérés. Wang Jia a expliqué que les titres leur avaient été attribués par les membres de l'Institut en fonction de leur super pouvoir. On disait que quiconque les aurait vus démontrer leur pouvoir ne penserait pas qu'il y avait quelque chose de mal avec leurs titres. Ming s'est rendu compte qu'il chevauchait sur les traces de Lu Qian, car elle était sa camarade de classe au lycée. Wang Jia a exprimé sa désapprobation et a suggéré que Ming devrait simplement dire que Lu Qian était sa petite amie plus qu'il était si impudique. Zhang Yuan a taquiné Ming en disant que tous les garçons de l'institut les appellent « épouses ». Cependant, Ming a estimé que Lu Qian était en réalité son camarade de classe. Malgré cela, Zhang Yuan a dit à Ming de ne pas tromper la pièce faisant face au dortoir des filles. Plus tard, Wang Jia a demandé à Ming pourquoi il ne pouvait même pas gagner contre tout le dortoir des filles. Se sentant frustré, Ming a arrêté d'expliquer, s'est levé et a dit à ses colocataires qu'il retournait dans sa chambre. Une fois Ming seul, il s'assit sur son lit, ferma les yeux et médita. Quelques instants plus tard, il entra dans son royaume spirituel où la déesse flottait devant lui. Il demanda à la déesse qui serait son adversaire ce jour-là. La déesse ouvrit les yeux, tendit les bras et dit à Ming que le docteur Muté Zhao n'était plus apte à être son adversaire simulé. Elle a expliqué que parce que la portée de contact de Ming avec les adversaires était trop étroite, elle ne pouvait pas obtenir beaucoup de données. De plus, la déesse a dit à Ming que pour qu'elle puisse créer des adversaires plus appropriés, il devait entrer en contact avec d'autres types de démons. Ming a ensuite informé la déesse qu'il y avait eu une récente invasion de démons et qu'il s'agissait d'un groupe de démons situé à Shaolin. La déesse a conseillé à Ming d'envisager d'y jeter un coup d'œil, mais il a mentionné qu'il ne pouvait pas le faire car il était actuellement en phase d'attente. En réponse, la déesse lui recommanda de faire une pause et de se promener car cela ne servait à rien de s'entraîner sans nouvelles données et sans nouveaux adversaires. Ming, cependant, pensait qu'il devait rejoindre l'équipe de préparation pour interagir avec les démons. La déesse a suggéré qu'en tant que chasseur, Ming pourrait se consacrer à un travail privé et accroître son expérience. Après avoir examiné les conseils, Ming a accepté d'attendre la fin de la phase d'attente pour que la dent de dragon se termine. C'est à ce moment-là que la déesse informa Ming que son deuxième pouvoir dominant avait été ouvert et l'encouragea à obtenir la goutte de vie, qui lui permettrait de posséder son deuxième type de super pouvoir. Ming a été stupéfait d'entendre les mots « deuxième emplacement de pouvoir dominant » et « goutte de vie », et il voulait confirmer si la goutte de vie à laquelle la déesse faisait référence était celle qui accorderait à une personne des super pouvoirs. La déesse précisa que la goutte de vie pouvait être obtenue auprès d'eux. Le chef du repère des démons, et a également informé Ming qu'il pouvait l'acheter s'il avait assez d'argent. Ming a mentionné qu'il n'avait pas d'argent. La déesse sourit et répondit que la technologie est ce dont dépendent les riches, tandis que la mutation est ce dont dépendent les pauvres. Elle a ajouté que c'était sa chance qui l'avait amené à la rencontrer.
Minghe a commenté que certaines personnes avaient acquis la capacité de voler et de surplomber l'univers en étant mordus par une araignée ou frappés par la foudre. Cependant, il avait été touché par une énorme météorite et il devait encore améliorer progressivement son rang. Il a ensuite demandé si la déesse pouvait lui fournir une carte cadeau de rang complet. La déesse expliqua à Minghe que de telles choses n'arrivaient que dans les films. Minghe lui a alors demandé de lui créer des adversaires à combattre, sinon il serait inactif. La déesse a demandé à Minghe s'il était obsédé par la cultivation et lui a conseillé d'aller à des rendez-vous ou de profiter de son temps à l'université car il n'était pas encore familier avec la région de l'Institut Nandu. Minghe a accepté et a dit qu'il voulait visiter le campus de l'Institut Nandu depuis longtemps. Il a mis un masque et s'est dirigé vers le terrain d'entraînement gratuit de Nandu, où il a pu trouver des adversaires avec lesquels s'entraîner. La déesse soupira et remarqua que Minghe était vraiment un maniaque de la cultivation. Dans le premier champ, Minghe a accroché sa veste sur un panneau indiquant « Les arts spirituels sont interdits » et a rappelé à tout le monde de prendre soin de l'herbe. L'adversaire de Minghe l'a averti d'être prudent à cause de ses points dangereux, mais Minghe lui a simplement dit d'aller de l'avant. L'adversaire serra les dents et commença à attaquer Minghe avec un coup de poing après l'autre, mais Minghe les esquiva sans effort. Il pensait que son adversaire actuel était incomparable à ses adversaires simulés. Malgré cela, il a décidé de prendre cela comme un échauffement puisqu'il avait de toute façon du temps libre. Pendant ce temps, dans le champ 3, une élève repoussait son adversaire avec une forte combinaison de coups de pied et de poing. L'adversaire, qui semblait être un tigre blanc, ne pouvait que bloquer alors que l'étudiante le bombardait d'attaques. Finalement, l'adversaire de l'élève a perdu l'équilibre après un coup de pied, et elle a profité de la situation en sautant et en feignant un coup de poing. Lorsqu'elle en a eu l'occasion, elle a marché sur le pied de son adversaire, l'envoyant s'écraser au sol. L'homme qui ressemblait à un tigre a crié car il pensait que son adversaire était trop impitoyable pendant leur combat. Pendant ce temps, une étudiante a réussi un coup parfait. À la surprise générale, la combattante talentueuse n'était autre que Feng Lin, également connue sous le nom de célèbre fille phénix des arts martiaux, déguisée. Confiant en ses capacités, Feng Lin a demandé à un autre adversaire de la défier. Cependant, lorsqu'elle a appelé quelqu'un, celui-ci s'est enfui, effrayé. Elle tenta d'appeler un autre adversaire, mais tout le monde se mit à fuir dans tous les sens, intimidé par sa réputation. En conséquence, Feng Lin déguisé a été laissé maladroitement seul dans le champ numéro 3. Déterminé à trouver un défi, Feng Lin s'est dirigé vers un homme en costume noir et chapeau qui était assis sur le côté. L'homme lui a gentiment offert une serviette, mais elle a refusé, affirmant qu'elle n'avait même pas transpiré. L'homme l'a alors prévenu qu'avec sa force, elle ne faisait que jouer avec des adversaires plus faibles dans ce domaine. Il a également mentionné que les gens lui donnaient déjà le surnom de fille phénix des arts martiaux. Feng Lin a répondu en disant qu'elle ne se souciait pas de la façon dont les gens l'appelaient. Elle se sentait insatisfaite, se souvenant des jours où elle s'échauffait en venant sur ce terrain. L'homme lui a dit qu'elle progressait trop vite et a mentionné qu'il avait vu un gars puissant sur le premier terrain. Il a ensuite demandé à Feng Lin si elle voulait essayer de lui faire face. Cependant, Feng Lin s'est éloignée et a déclaré qu'elle avait perdu tout intérêt. Néanmoins, alors qu'elle passait devant le premier terrain, elle a vu Minghe esquiver parfaitement le coup de pied de son adversaire. Non seulement il a saisi sans effort le bras de son adversaire, mais il lui a également donné un coup de pied gauche, faisant perdre l'équilibre à son adversaire et le faire tomber au sol devant Feng Lin. Alors que Feng Lin observait le combat, elle a changé d'avis. Elle a enlevé sa veste et a commenté que les compétences en arts martiaux de Minghe étaient impressionnantes et pourraient probablement durer de 2 à 3 minutes. L'homme au costume noir et au chapeau lui a pris sa veste tout en lui disant que, selon son observation, Minghe pourrait tenir encore plus longtemps. Se sentant mis au défi, Feng Lin propose un pari à l'homme. Elle a promis d'adopter sa méthode d'entraînement intensif si elle ne pouvait pas gérer Minghe en 3 minutes. L'homme a accepté et elle a continué. Feng Lin s'avança avec confiance vers Minghe, déterminé à le défier dans un combat. Malgré l'avertissement de son précédent adversaire de refuser le défi, Minghe est resté imperturbable et a accepté le défi de Feng Lin. En un éclair, Feng Lin s'est précipité vers Minghe avec un coup de pied volant visant sa tête. Minghe a été surpris par la vitesse fulgurante de son adversaire, mais il a réussi à esquiver à la fois les coups de pied initiaux et suivants. Alors qu'ils retrouvaient leur équilibre, ils prirent un moment pour se complimenter mutuellement. Ensuite, Minghe a donné un coup de poing que Feng Lin a bloqué avec son bras droit, la repoussant. Bien qu'elle ait été déséquilibrée,
Feng Lin a exprimé sa satisfaction d'avoir trouvé un adversaire digne. Elle retrouva rapidement son calme et sauta en l'air, visant un coup de pied vers le bas sur Minghe. Minghe a anticipé l'attaque et a préparé un coup de poing pour la contrer. Feng Lin a exécuté sa technique de signature de la lune descendante tandis que Minghe a utilisé sa technique du dragon ascendant pour bloquer le coup de pied. L'impact de leur collision a envoyé des ondes de choc à travers le terrain, laissant le public se demander s'ils étaient encore de simples mortels ou s'ils étaient devenus maniaques. L'impasse entre les pieds de Feng Lin et le coup de poing de Minghe a duré un certain temps avant que Feng Lin ne se retourne et ne s'éloigne de Minghe. Après l'atterrissage, la jambe droite de Feng Lin tremblait. L'homme en costume noir et chapeau lui a dit que plus de 3 minutes s'étaient déjà écoulées. Feng Lin a admis à Minghe qu'il était fort et qu'elle l'avait sous-estimé. Minghe lui serra la main droite tout en répondant qu'il l'avait également sous-estimé. Soudain, Minghe s'est précipité vers Feng Lin et a utilisé sa technique de coup de vent. Cependant, Feng Lin a utilisé son ombre rapide pour esquiver les coups de Minghe. Réalisant qu'elle devait prendre le contrôle du combat, elle a décidé de se distancer de Minghe. Malgré ses efforts, Minghe a utilisé son deuxième tour de vitesse explosive pour empêcher Feng Lin de gagner la distance qu'elle souhaitait. Les deux combattants ont continué à s'affronter à une vitesse ridicule, difficile à suivre pour une personne normale. Un étudiant sur la touche a félicité les deux combattants pour leur vitesse, leur force et leurs réflexes, reconnaissant leur capacité à comprendre les mouvements de chacun malgré un rythme si rapide. L'homme au costume noir et au chapeau sonna, son visage avait l'air sérieux alors qu'il répondait au téléphone. Il a appelé Feng Lin et l'a informé d'une mission d'urgence. Feng Lin et Minghe ont arrêté de se battre, et le public a été choqué de réaliser que la personne qu'ils regardaient se battre était en fait la fille phénix des arts martiaux, Feng Lin. Feng Lin a dit à Minghe qu'elle avait quelque chose à faire et lui a demandé d'y aller tous les mercredis matins. Minghe l'a accepté. Feng Lin a reçu le téléphone et a dit qu'elle serait bientôt là. Elle a appelé l'homme au costume noir et au chapeau, oncle Yuan, et lui a demandé de connaître le nom de l'étudiant qu'elle venait de combattre, car elle était pressée d'aller au front. Oncle Yuan était d'accord. Cependant, les étudiants ont été perplexes lorsqu'ils ont réalisé que Minghe était déjà parti. Minghe se promenait quelque part, louant l'Institut Nandu pour sa réputation, car même une fille au hasard pouvait être si féroce. Il a décidé de travailler plus dur et a eu du mal à se souvenir du nom de son adversaire car le terrain était si bruyant qu'il ne pouvait pas entendre clairement. Il pensait juste que cela ressemblait à Feng Li. Dans le journal télévisé, le journaliste a informé les téléspectateurs que le démon aux yeux rouges avait été éliminé grâce aux efforts des 4 parties. En conséquence, les villageois de Shaolin ont été autorisés à rentrer chez eux. Le journaliste a exprimé sa gratitude envers les 13 étudiants de l'Institut Nandu pour leur contribution révolutionnaire. Zhang Yuan a ensuite montré la personne interviewée et a déclaré fièrement que c'était son frère, Zhang Tu, qui recevait la distinction. Pendant ce temps, Wang Jia regardait la télévision avec enthousiasme, désireux d'être célèbre et d'apparaître lui-même à la télévision un jour. Cependant, Zhang Yuan a demandé sarcastiquement à Li Jin s'il avait les qualifications pour être en première ligne, étant donné sa situation actuelle de petit boulot à l'arrière. Li Jin a répondu en disant à Zhang Yuan d'arrêter d'agir avec autant d'arrogance puisque c'était son frère qui recevait les éloges et n'avait rien à voir avec lui. Malgré la colère de Zhang Yuan et son désir de répondre, il était à court de mots. Tentant de désamorcer la tension, Wang Jia a demandé à ses colocataires de ne pas se battre et leur a rappelé qu'ils vivaient tous ensemble. Il leur a ensuite demandé s'ils avaient fini d'emballer leurs affaires. Confus, Zhang Yuan a demandé pourquoi ils devaient emballer leurs affaires. Wang Jia a expliqué qu'il partait pour une excursion d'entraînement en pleine nature, semblable à l'entraînement militaire à l'université, qui était obligatoire pour tous les étudiants de première année. Zhang Yuan a admis qu'il avait oublié et est allé dans sa chambre pour préparer quelques nécessités. Pendant ce temps, Wang Jia regardait Minghe et lui demandait comment il allait. Minghe a répondu qu'il était déjà prêt. Alors qu'il regardait les informations, le visage de Lu Qian est apparu à la télévision et le journaliste les a remerciés une fois de plus pour leur coopération. Plus tard dans la classe, le professeur Zong a informé tout le monde que le plan de formation avait été décidé après négociation avec l'association gouvernementale. Plus précisément, ils avaient choisi Shaolin comme terrain d'entraînement en pleine nature. Cependant, une étudiante a exprimé son refus, affirmant qu'elle ne supportait pas les moustiques, les insectes et les conditions de vie dans les fermes. Une autre étudiante a également exprimé son inquiétude, car une bataille venait de se terminer là-bas.
Le professeur Zhong les a rassurés de ne pas considérer la formation comme une sortie d'automne, soulignant l'importance de la tâche. Il a également informé tout le monde que, selon les nouvelles de l'association des chasseurs, les démons rouges de Shaolin avaient des capacités de reproduction et des vitesses d'incubation et de croissance rapides. Malgré l'élimination de tous les démons rouges adultes, les œufs de démons de Shaolin représentaient un énorme danger caché pour les résidents locaux. Les élèves ont donc été chargés de les nettoyer. Cependant, les étudiants se sont sentis insatisfaits et ont suggéré que les criminels devraient le faire à leur place. Le professeur Zhong leur a conseillé de ne pas sous-estimer l'importance du travail lié à la protection de la population. De plus, il leur a rappelé que s'ils rencontraient des démons rouges restant à Shaolin, ils devraient le signaler à la fois à l'institut et au gouvernement. Zhang Yuan a informé Wang Jia que même tuer l'un des démons rouges restants compterait comme un mérite. Wang Jia a accepté et a mentionné que, généralement, les étudiants de première année comme eux, sans expérience, commençaient par des petits boulots. En outre, le professeur Zhong a mentionné qu'il avait entendu parler des excellentes performances de Fan Yanron dans l'équipe de combat arrière, ce qui lui avait valu les éloges des plus hauts gradés. Il a alors décidé de la nommer chef de classe et a demandé si quelqu'un avait des objections. Il a également déclaré qu'il sélectionnerait le reste des membres du comité en fonction de leurs performances. Après avoir conclu la réunion hebdomadaire, il a demandé aux étudiants de se préparer pour le prochain voyage à Shaolin.